Donc on va rester dans une approche neurosciences cliniques de la conscience et je vais vous parler des apports de l'IRM fonctionnel dans la compréhension des altérations chroniques de la conscience. Alors qu'est-ce qu'on les altérations chroniques de la conscience dont on va parler, elles surviennent après un coma qui est d'origine traumatique ou après un accident vasculaire cérébral ou après une anoxie post-arrêt cardio-respiratoire. Et un patient dans le coma, quand il ouvre les yeux, en fait, ça signe sa sortie du coma. Il n'est plus dans le coma à partir du moment où il ouvre les yeux. Et il passe alors dans un état d'éveil non répondant, qu'on appelait avant l'état végétatif. Cet état d'éveil non répondant, il est caractérisé par une récupération de l'éveil, mais par une absence de comportement conscient. Le patient en état d'éveil non répondant, il peut soit rester comme ça, on parle alors d'état d'éveil non répondant chronique, ou alors il peut évoluer vers un état de conscience minimale avec une apparition de comportements conscients qui apparaissent de manière fluctuante, des comportements conscients comme par exemple le suivi du regard ou bouger un membre à la demande. On parle d'état de conscience altéré chronique au-delà de 3 mois après un accident vasculaire cérébral et au-delà d'1 an après un traumatisme crânien. Alors avant d'étudier ces états de conscience altérée chronique, je vais d'abord définir la conscience du point de vue neurologique. Donc on l'a vu d'abord, l'éveil c'est une condition nécessaire mais non suffisante pour la conscience. Un patient en état d'éveil non répondant, il a les yeux ouverts, il est éveillé, mais il n'est pas conscient. D'un point de vue neurologique, la conscience est une fonction cérébrale qui permet la perception de l'environnement et de soi-même et la production de comportements conscients. Donc on distingue la perception de l'environnement, la conscience de l'environnement et la conscience de soi. On peut donc distinguer une conscience interne qui correspond à la conscience de soi et qui en fait elle est indépendante des stimuli extérieurs, c'est ce dont on a parlé, ça correspond au vagabondage de l'esprit, au voyage mental, c'est le discours intérieur, c'est l'imagerie mentale. Et la conscience externe, elle correspond à la perception de l'environnement à travers les modalités sensorielles. Et les régions cérébrales qui sont impliquées, qui sous-tendent ces deux aspects, ces deux composantes internes et externes sont différentes. On voit ici, c'est une étude d'IRM fonctionnelle, en bleu, les régions qui sont associées lorsque les sujets sont dans un état de conscience interne, avec des pensées tournées vers l'intérieur. Par exemple, quand dans l'IRM, ils pensent est-ce que l'expérience va durer encore longtemps et on voit que ces régions en bleu sont situées le long de la ligne médiane. Donc la ligne médiane qui passe entre les deux hémisphères. On voit en haut à droite une coupe sagittale qui passe par cette ligne médiane. Et on voit donc l'activation en avant, c'est le cortex préfrontal médian, et puis plus postérieur au niveau rétrosplénial. Et puis en rouge, les régions qui sont activées lorsque les sujets sont dans un état de conscience externe, lorsqu'ils portent attention par exemple au bruit de l'IRM. On voit que ces régions sont positionnées de manière latérale dans les régions frontales et pariétales. Et ces régions associées aux composantes internes et externes de la conscience, elles concordent avec des réseaux qui sont décrits dans la littérature, dont on a parlé tout à l'heure. En haut, entouré, cerclé de bleu, vous avez le réseau de mode par défaut. Et vous voyez que les régions concordent avec les régions actives dans un état de conscience interne. Et puis, cerclé de rouge, le réseau exécutif central, qui concorde avec les régions associées à la composante externe. Alors ces réseaux, donc vous avez le réseau du mode par défaut qui est ici en bordeaux cerclé de blanc, donc il est activé au repos lorsque la pensée vagabonde. Ce sont des pensées internes reliées à soi. Il y a cette composante soi qui est très importante et donc ce réseau il est activé lorsque les pensées sont orientées vers l'intérieur. Le réseau exécutif central, lui, il est activé par des tâches cognitives pilotées par des stimuli externes. Si, là par exemple, lors de la présentation, si vous décrochez à un moment, vous
êtes perdu dans vos pensées, votre réseau du mode par défaut s'activera. Et à l'inverse, si vous portez votre attention sur cette diapositive dans le but de la mémoriser, alors votre activité au sein du réseau du mode par défaut va ce réseau va se désactiver, et c'est au contraire le réseau exécutif central qui va s'activer. Et puis, donc on a vraiment le réseau du mode par défaut qui est orienté vers l'intérieur et le réseau exécutif central vers l'extérieur. Et puis il y a un troisième réseau qui est très important, qui est le réseau de la science. Lui, il permet de détecter les stimuli saillants et pertinents internes et externes, et il va permettre une bascule dynamique entre le DMN et le réseau exécutif central. Donc entre eux, il va permettre de porter l'attention vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et chez les sujets sains, il y a une anticorrélation entre l'activité au sein du réseau du mode par défaut et du réseau de l'assaillant. C'est-à-dire que lorsque le réseau du mode par défaut est actif, le réseau de l'assaillant est inactif, et vice-versa. C'est une anticorrélation d'activité entre les deux réseaux. Alors on revient aux patients en état de conscience altérée et à la question de l'évaluation de la conscience chez ces patients, qui est primordiale parce que c'est cette évaluation qui va permettre le diagnostic et qui va permettre de distinguer entre syndrome d'éveil non répondant et état de conscience minimal. L'évaluation clinique, donc au chevet des patients, elle est basée sur l'observation de réponses comportementales volontaires. Par exemple, on demande au patient de bouger la main, et s'il la bouge, on en déduit qu'il est conscient. Mais si, imaginons, si le patient est sourd, il ne va pas entendre la consigne, il ne va pas bouger la main, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'est pas conscient. Pareil, s'il est aphasique, s'il ne comprend pas la consigne, ou s'il a un trouble de la fonction motrice volontaire, qu'il ne peut pas bouger la main. Donc en fait, cette évaluation clinique, elle peut amener à sous-évaluer l'état de conscience. Et surtout chez ces patients qui ont des lésions cérébrales très étendues, avec très souvent des déficits associés. Donc un moyen de contourner ce biais, c'est d'utiliser la neuroimagerie fonctionnelle et l'IRM fonctionnelle, qui peut permettre de révéler une activité cérébrale cachée. Alors en IRM fonctionnelle, il y a trois paradigmes pour évaluer les fonctions cérébrales. Vous avez des paradigmes actifs, où on va demander au sujet d'effectuer une tâche, et on va regarder les activations cérébrales lorsque le sujet effectue la tâche. Ensuite, un paradigme passif, où là, qui est indépendant, on ne demande rien au sujet, simplement, on applique un stimulus et on va enregistrer l'activité cérébrale qui est induite par ce stimulus. Et ensuite, des paradigmes au repos, où on enregistre l'activité cérébrale spontanée. Donc, je vais vous présenter ces trois types de paradigmes appliqués aux patients avec altération chronique de la conscience. Donc, pour le paradigme actif, le paradigme actif le plus connu, c'est celui qui a été présenté par l'équipe d'Owen en 2006, qui est l'imagerie mentale. S'imaginer jouer au tennis, s'imaginer déambuler dans sa maison. Ils ont montré, chez une patiente qui était diagnostiquée en syndrome d'éveil non répondant, que cette patiente, en fait, lorsqu'on lui demandait de s'imaginer jouer au tennis, c'est ici, en haut vous avez les contrôles, les activations qui sont attendues. Alors pourquoi on a choisi ces deux tâches? Parce qu'elles entraînent des activations de systèmes différents. Système moteur pour jouer au tennis et système de navigation spatiale lorsqu'on s'imagine se promener dans sa maison. Et donc cette patiente qui était diagnostiquée en syndrome d'éveil non répondant, lorsqu'on lui demande de s'imaginer jouer au tennis, on voit qu'il y a des activations qui sont identiques au sujet contrôle. Et donc cette patiente a bien non seulement compris la consigne, mais l'a effectuée. Donc il y avait une erreur de diagnostic chez cette patiente. Et ensuite, ce protocole, donc c'est l'étude de Monti en 2010, a été appliqué auprès de 54 patients avec altération chronique de la conscience. Et il y en a 5 d'entre eux qui étaient capables de faire cette tâche. Et parmi ces 5, un qui était capable d'utiliser cette imagerie mentale pour faire un code oui-non. C'est-à-dire qu'on disait, on a dit aux patients, pour répondre oui, imagine-toi jouer au tennis, pour répondre non, imagine-toi te promener dans ta maison. Donc, on a posé des questions et on a vérifié qu'elle était capable de dire oui, non de cette manière-là. Sauf que c'est la grosse limite de ces paradigmes actifs, c'est que ça demande un entraînement. C'est très difficile à mettre en place
au sein de l'IRM, et puis imaginez un code oui, non, mais si la personne n'est capable de communiquer que lorsqu'elle est dans l'IRM, c'est très frustrant, et pour le patient et pour l'entourage. Donc ça, c'est la grosse limite de ces paradigmes actifs qu'on peut éviter en utilisant des paradigmes passifs, où là on ne demande aucune participation active des patients, donc il n'y a pas d'entraînement nécessaire à la tâche. Alors, je vais vous présenter un protocole qu'on a développé au CHU de Clermont-Ferrand, qui est basé sur l'écoute passive de phrases à charge émotionnelle graduée. Donc concrètement, le patient est dans l'IRM avec un casque et on diffuse des enregistrements qui parlent. Donc il y a plusieurs conditions, une condition silence. Ensuite, un inconnu qui dit des phrases que je qualifie de neutres, c'est de la sémantique générale, donc des connaissances générales sur le monde, comme Paris est la capitale de la France, où il y a 4 saisons dans une année. Ces phrases, elles sont diffusées à l'endroit et à l'envers, donc elles ont les mêmes propriétés acoustiques, ce sont les mêmes sons qui les composent, mais dans le premier cas, les phrases n'ont pas de sens, dans le second, elles ont un sens. Ensuite, un proche qui dit les mêmes phrases neutres. Donc là, la différence entre, je ne sais pas si on voit la flèche, oui, la différence entre ces deux conditions, c'est simplement la familiarité de la voix. Donc on va pouvoir isoler les activations cérébrales qui sont liées à la familiarité de la voix. Et ensuite, dernière condition, qui est la charge émotionnelle la plus élevée, un proche qui raconte des souvenirs de mémoire autobiographique. Donc là, des souvenirs qui concernent personnellement le patient. Alors je vais pas vous présenter tous les résultats, simplement 3 cas de figure avec uniquement la comparaison charge émotionnelle faible, donc la voix inconnue qui dit des phrases neutres, et charge émotionnelle élevée, le proche qui raconte des souvenirs. Donc là, vous avez des images dans le groupe contrôle, mais c'est très reproductible, c'est-à-dire que chez chaque sujet, on retrouve ces activations. Donc avec une activation cérébrale qui est graduée, qui est limitée au cortex auditif associatif lorsque c'est l'inconnu qui dit des phrases neutres, et qui entraîne un recrutement beaucoup plus important lorsque c'est le proche qui raconte des souvenirs. Et on voit notamment une activation du système limbique qui est impliquée dans la mémoire et les émotions. Alors, premier cas de figure, observé chez les patients avec altération chronique de la conscience, aucune activation spécifique, quelle que soit la charge émotionnelle. Donc, alors attention, s'il n'y a pas d'activation, ça ne veut pas dire que ce patient n'a pas d'activité cérébrale, sinon il serait en mort cérébrale. Ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de différence d'activation lorsque le patient entend quelqu'un parler et lorsque c'est le silence, ou le bruit de l'IRM. Donc ce patient n'a pas de perception du langage et on peut penser qu'il est effectivement en état d'éveil non répondant, qu'il n'a pas de conscience. Deuxième cas de figure, une activation qui est limitée au cortex auditif associatif, quelle que soit la charge émotionnelle. Bon, donc là, vous voyez des activations qui... Alors, la gauche est à gauche, sur l'IRM, on est en convention neuro. Vous voyez qu'il y a une activation que du côté gauche, parce que le côté droit est lésé, tout simplement. Et donc, chez ce patient, il n'y a pas d'accès au contenu du discours, puisque les activations sont les mêmes, quel que soit le contenu du discours, que ce soit des phrases neutres ou des souvenirs de mémoire autobiographique. Et puis, dernier cas de figure, une activation cérébrale qui est graduée en fonction de la charge émotionnelle. Donc, chez ce patient qui était diagnostiqué en syndrome d'éveil non répondant, donc considéré comme n'ayant aucune perception consciente, donc diagnostiqué depuis 12 ans, en fait ce patient, lorsqu'il entend sa sœur raconter des souvenirs, on voit des régions s'activer et des régions qui sont cohérentes avec le contenu des discours. On voit notamment les hippocampes qui s'activent, qui sont impliqués dans la mémoire. Ici, un autre patient qui était diagnostiqué en état de conscience minimale, et on voit chez lui que les activations sont similaires à celles observées dans le groupe contrôle. Et surtout, on observe, je vous ai mis le réseau du mode par défaut dans la vignette, vous voyez que les activations sont similaires et concordent avec ce réseau du mode par défaut. Ce qui est logique en fait, parce que je vous ai dit, le réseau du mode par défaut, il est impliqué dans la conscience interne, les pensées reliées à soi, tournées vers l'intérieur. Or, écouter des souvenirs de mémoire, ça va nous emporter dans un voyage mental et ça va, c'est logique que les régions cérébrales soient concordantes.
la mémoire orthographique entraîne une activation du réseau du mode par défaut. Donc je reviens maintenant à mon troisième type de paradigme, qui est l'IRM fonctionnel au repos, puisque c'est avec l'IRM fonctionnel au repos qu'on va pouvoir étudier ces réseaux. L'IRM fonctionnelle au repos, en fait, elle permet d'étudier la connectivité fonctionnelle, qui est définie comme la corrélation temporelle entre des événements neurophysiologiques spatialement distincts. Ça veut dire concrètement, ici, si vous avez, on enregistre le signal dans les différentes régions, bleu, rouge et verte, et vous voyez que le décours temporel du signal des régions bleues et rouges sont corrélées, qu'elles suivent, elles ont un même décours temporel du signal. Donc on va dire que les régions bleues et rouges sont fonctionnellement connectées. Ça, c'est la méthode pour étudier les réseaux cérébraux. Donc on s'est intéressé aux trois réseaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le réseau du mode par défaut, qui est lié à la composante interne, les pensées tournées vers l'intérieur. Le réseau exécutif central, la composante externe, une attention dirigée vers l'extérieur. Et puis le réseau de l'assaillance qui permet la bascule entre ces deux réseaux. Alors, donc vous avez en haut les contrôles. Donc ça, c'est l'analyse de l'intraconnectivité fonctionnelle. C'est-à-dire pour chacun des réseaux, le réseau du mode par défaut ici, donc vous avez les différentes sous-régions de chacun des réseaux. Donc en rouge pour le réseau du mode par défaut, en violet pour le réseau de l'assaillance et puis en rose pour le réseau exécutif central. Donc vous voyez sur la ligne du haut les contrôles, c'est ce qu'on attendait, chaque sous-région de chaque réseau est reliée aux autres sous-régions. Chez les patients, on voit, et on le savait notamment pour le réseau du mode par défaut, on voit une dégradation de l'intraconnectivité au sein de chacun des réseaux. Il y a une perte de la communication, de la connectivité fonctionnelle entre notamment au sein du réseau du mode par défaut, entre le cortex préfrontal médian et la région du précuneus. Et les réseaux de l'assaillance et le réseau exécutif central sont aussi appauvris. Et tout à l'heure, je vous ai dit que chez les sujets sains, il y avait une anticorrélation entre le réseau du mode par défaut et le réseau de l'assaillance. Hein, ce qui est logique puisque le réseau de l'assaillance permet d'attirer l'attention, va permettre de détecter des stimuli saillants. Donc forcément, si je suis en train de rêver et qu'on m'appelle, ça va activer le réseau de l'assaillance et ça va déactiver le réseau du DMN, je vais sortir de mes pensées. Donc on a regardé cette interconnectivité entre le réseau du mode par défaut et le réseau de l'assaillance. Alors on retrouve chez les sujets contrôle ce qui était attendu, une anticorrélation entre ces deux réseaux. Donc vous avez pour chacune des sous-régions, vous voyez, donc quand c'est bleu, ça correspond à une anticorrélation entre les différentes sous-régions du réseau du mode par défaut et les différentes sous-régions du réseau de l'assaillance. Et chez les patients, on a une abolition de cette anticorrélation. Donc, et on peut se poser la question de est-ce que ces altérations chroniques de la conscience ne sont pas associées à un défaut de bascule entre la conscience interne et la conscience externe. Ce qui est... je vous ai dit que les patients en état de conscience minimale, ils avaient des comportements conscients mais fluctuants. C'est des patients qui, parfois, ils sont là, on obtient un suivi du regard, mais parfois c'est impossible d'obtenir ce suivi du regard. C'est vraiment fluctuant. Et on peut se demander si c'est pas ce défaut de bascule entre conscience interne et externe qui est à l'origine de ces fluctuations. C'est-à-dire qu'il pourrait, c'est une hypothèse, y avoir des moments où ces patients sont quelque part bloqués dans leur conscience interne et n'ont pas accès aux stimulations de l'environnement. Voilà pour le... Je suis dans les temps. Très bien.